Madame la représentante du préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le recteur, Monsieur le président du comité Mamiga, Mesdames et Messieurs, j'ai beaucoup de plaisir à être aujourd'hui avec vous pour inaugurer cette rue Aimé Césaire. Et en le faisant, d'abord, je tiens à rendre hommage au travail des associations, notamment du comité Mamiga, qui depuis des années est investi sur Marseille et avec qui j'ai déjà eu l'occasion de venir, et aussi au comité qui s'est investi pour que Aimé Césaire soit honoré ici aujourd'hui. Je crois qu'il était important que la ville et la préfecture rendent hommage en ce moment historique en France à une des figures majeures de notre pays. Cette inauguration nous permet de rappeler qu'Aimé Césaire a été un haut degré de la conscience universelle. Il a remis au goût du jour, au centre de la République, le patrimoine, la créativité et la culture de la Martinique et des Outre-mer dans leur ensemble. Il nous a donné des éléments pour changer le regard de la France sur les Antilles, des Antillais sur eux-mêmes, des regards sur l'Afrique, du regard sur les Noirs. Il a permis de redécouvrir ce qu'étaient ces identités créoles et il a permis aux Français de tourner vers eux-mêmes ce regard et de voir les relations qu'ils avaient entretenues avec l'Afrique, avec les peuples noirs, avec le reste du monde. Tout le monde se rappelle les obsèques d'Aimé Césaire le 20 avril 2008, où il y avait une foule immense qui est venue se recueillir durant 2 jours devant son cercueil dans le stade de Dillon. Ce cortège n'était pas seulement celui des officiels. 20 000 personnes ont défilé pour lui rendre hommage. Des hommes et des femmes, jeunes, d'âge mûr, une jeunesse qu'il n'avait pas connue, des hommes et des femmes importants, riches, mais beaucoup de personnes modestes. Parce que pour tous ces gens, Aimé Césaire représentait l'homme qui avait rendu honneur et fierté à leurs parents et à leurs grands-parents. Il les avait libérés en mettant des mots sur une souffrance qui était jusque-là considérée comme innommable, qui d'ailleurs était tue, sur un drame qu'il n'avait jamais su trouver à se dire, sur une tragédie d'autant plus terrible qu'il continuait à la subir sans l'avoir connue. Vous vous souvenez ce poème qu'il a voulu mettre sur sa tombe? J'habite une blessure sacrée, j'habite des ancêtres imaginaires, j'habite un vouloir obscur, j'habite un long silence, j'habite une soif irrémédiable, j'habite un voyage de 1000 ans. Sur le malheur, la misère, l'identité, l'être noir, la colonisation, l'Afrique, l'œuvre d'Aimé Césaire a pensé plus profondément et plus loin que la plupart des philosophies n'avaient pu le faire. Sa poésie a donné à l'histoire de l'esclavage et de la colonisation un sens qu'aucune science historique n'avait été en mesure de dégager. Son œuvre poétique a conduit les hommes à suffoquer sous le poids de la vérité déterrée. Et il a rappelé évidemment les malédictions enchaînées, les hoquetements des mourants, le bruit de ceux qu'on jette à la mer, tout ce qui évidemment nous parle parce que ce sont des tragédies enfouies. Le destin d'Aimé Césaire, vous l'avez rappelé, a commencé il y a juste un siècle dans une petite ville au nord de la Martinique, à Basse-Pointe, où d'ailleurs j'ai aussi des ancêtres. Et cette ville était bordée par l'océan et la lèche hystérique de ses vagues. Son père était receveur des contributions indirectes et sa mère était couturière. Vous savez, où il parle souvent du bruit de la machine à coudre qu'elle faisait tourner pour leurs plus grandes fins. Et effectivement, dès son jeune âge, il dévorait tous les livres, non comme tant d'autres pour se dévorer lui-même, mais pour dévorer le monde. Il fut l'un des élèves les plus doués du lycée Schellcher de Fort-de-France, ce lycée dont il allait devenir le plus grand des professeurs. Et effectivement, monsieur le député, vous avez rappelé que je me suis intéressée à la réussite éducative et je suis toujours convaincue que si on veut qu'il n'y ait pas un destin pour un jeune qui soit écrit d'avance,
eh bien, même pour les enfants des classes populaires et des familles les plus modestes, l'école, aujourd'hui encore, demeure la façon la plus efficace de se sortir de ces tout écrits et d'arriver à avoir une vie d'homme épanouie. Je leur dis pour les plus jeunes qui sont ici, parce que parfois on désespère d'arriver à réussir à l'école, d'arriver à réussir à sortir d'un destin qui est écrit, mais non, aujourd'hui encore, malgré les difficultés, l'école peut permettre à des enfants qui sont nés dans ce pays, qui ont toutes les couleurs de peau et toutes les religions, elle peut leur permettre d'arriver au niveau les plus importants de la République. Et je pense qu'il faut toujours avoir confiance dans ce modèle républicain. Il faut toujours être convaincu qu'aujourd'hui encore, à Marseille comme ailleurs, eh bien, c'est possible que la promesse républicaine se réalise. En tout cas... En tout cas, notre jeune Aimé Césaire était si brillant à l'école que ses professeurs l'a exhorté à entrer à Hippocagne. Évidemment, quelque chose dont à la Martinique à l'époque, on avait à peine l'idée. Et il a réussi au concours de l'école normale supérieure. Il a rencontré Léopold Sédar Senghor, qui lui aussi, venu du Sénégal, était lui aussi un produit de la méritocratie républicaine. Donc ensuite, Césaire a créé cette idée de la négritude, et il faut bien dire que la négritude a été d'abord le rejet de l'assimilation culturelle, le rejet d'une certaine image du noir incapable de construire une civilisation. À la suite de quoi, Aimé Césaire est devenu professeur de lettres à la Martinique, et c'est là qu'il a fait paraître, sitôt son retour, son chef-d'œuvre, le cahier de retour au pays natal. Et il est assez surprenant de constater que le cahier a été publié en même temps que le début de la Seconde Guerre mondiale, où, comme vous le savez, un certain nombre de gens se sont vus dénier leur humanité. Aimé Césaire, durant cette période, a fréquenté les dissidents, ceux qui sont allés rejoindre le général de Gaulle, vous savez, en prenant des petites barques pour aller dans les îles anglaises au péril de leur vie. Et il a fait paraître la revue Tropique jusqu'en mai 1943, qui était une revue de poésie. On parlait des armes miraculeuses que peuvent être la poésie pour pouvoir exister et résister. Et effectivement, très peu de temps après l'apparition de cette revue, le peuple martiniquais s'est soulevé et a rejoint la France libre. Et ensuite, Aimé Césaire, l'homme de l'idéal, est devenu maire, député, et s'est confronté à la réalité de la vie des Martiniquais. Ce qui m'a surtout frappé, parce que c'est évidemment en tant que jeune avocate, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, c'est vrai que c'était bien entendu un homme intransigeant sur le plan des idées, mais c'était surtout un homme bienveilleux, généreux, altruiste. Et toute personne qui s'adressait à lui, même la plus humble, pouvait le rencontrer et l'entendre lui parler de ses difficultés. C'était un grand homme parce qu'il savait que l'honneur ne vient pas de la fonction exercée, mais de la personne qui donne de la valeur à la fonction. Être maire, ce fut pour lui non un titre, mais une responsabilité. Je pense que les élus ici présents le savent. Ce fut parfois une charge et toujours une mission. Quand il s'est lancé dans un débat qui peut sembler paradoxal pour quelqu'un qui prônait l'autonomie, celui de la départementalisation, eh bien pourquoi Aimé Césaire a réclamé la départementalisation, donc l'égalité des droits sociaux avec la métropole, parce qu'il savait qu'à cette époque-là, à la Martinique, l'ouvrier était à la merci de tout, de la maladie, de l'invalidité, de la vieillesse. Il n'y avait pas d'indemnité pour les femmes accouchant, et par conséquent, la misère était quelque chose qui frappait terriblement l'homme de la Martinique et des Antilles. Et grâce à la loi de mars 1946 sur la départementalisation, eh bien, ces régions éloignées ont pu commencer à entrer dans la modernité et à avoir des droits, à avoir un certain nombre de réalisations. Et je pense que là encore, c'est une raison pour laquelle Aimé Césaire a été si aimé à la Martinique. Quand il a parlé de la négritude et de la colonisation, je pense que ce qu'il croyait profondément,
c'est que notre pays est suffisamment grand pour pouvoir reconnaître ses erreurs. Et que par conséquent, il fallait à la fois que les descendants des peuples colonisés puissent trouver au cœur de leur désolation la vigueur de se lever et d'avancer vers l'avenir. Mais il fallait surtout que tous ensemble, nous puissions assumer ce passé pour pouvoir bâtir un devenir commun. Et je crois que jusqu'à la fin de ses jours, eh bien, c'est une chose qui l'a vraiment marqué. Il a toujours voulu que nous puissions nous reconnaître dans la réalité de la France, j'allais dire dans la grandeur de la France. Et le fait de parler de la négritude et de la colonisation n'évite pas le fait de croire profondément au vivre ensemble. Il faut dire que le vivre ensemble, hier comme aujourd'hui, n'est jamais gagné d'avance, n'est jamais un atout, une rente de situation. Un philosophe cher à Aimé Césaire écrivait que les hommes en société étaient comme des porcs épics, transis par le froid d'une journée d'hiver. Ils se rassemblent les uns les autres pour se réchauffer, mais dès qu'ils se sont rapprochés, ils ressentent les atteintes de leur piquant et s'éloignent de nouveau, de sorte qu'ils sont ballottés entre les deux mots, jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne distance pour rendre la vie favorable. Dans cette période difficile de notre histoire, quand parfois les uns et les autres se hérissent sur leur quant à soi, quand on a parfois la tentation de sombrer dans le ressentiment ou dans la peur de l'autre, la vie et l'œuvre d'Aimé Césaire peuvent constituer pour nous un viatique, une leçon d'éthique et un appel à la responsabilité. La négritude que prônait Aimé Césaire était la reconnaissance d'une singularité, d'une expérience, d'une culture. Elle ne fut jamais une revendication communautariste. Aimé Césaire ne fut jamais l'homme d'une souffrance contre une autre, d'une histoire comme une autre, contre une autre. Il parlait d'une même voix universelle pour tous ceux que l'histoire avait frappé de ses poings. Et je tiens à vous rappeler un fragment du cahier du retour au pays natal, où il disait, quand il parlait de la négritude et de lui-même, « Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas, l'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture, l'homme pogrom, un chiot, un mendigo. » Autrement dit, dans la conception du monde d'Aimé Césaire, ce n'est pas une souffrance contre une autre. Et les valeurs de notre République, l'amour de notre pays, la reconnaissance des blessures de chacun sont ce qui fait le ciment de notre pays. La dignité, l'autonomie, le respect, l'égalité, la solidarité, ce n'étaient pas des paroles vaines. Et c'est en quoi Aimé Césaire, le poète de la négritude, est aussi le poète de l'humanité, le poète de l'universel. Et je crois qu'aujourd'hui, le plus vibrant hommage que nous puissions rendre à Aimé Césaire, à un moment où, je le sais, dans notre pays, il y a des interrogations, il y a des tentations de partir un peu en chacun de son côté. Je pense que nous devons être à la hauteur des valeurs pour lesquelles il s'est battu sa vie durant, l'unité dans la diversité. Je crois que pour nous, il restera dans le monde des vivants tant que la force libératrice de ses écrits continuera à nous inspirer pour avancer ensemble, non dans l'uniformité, mais dans l'unité et dans l'amour des valeurs de la République. Je vous remercie. Madame le ministre, les jeunes de Marseille ont souhaité